Bonjour, bienvenue pour ce nouveau web déjeuner du FONGECIF PACA. Nous sommes très contents de vous retrouver en 2019. Donc aujourd'hui, le sujet est se former pour se reconvertir, le nouveau mode d'emploi du CPF salarié. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez l'habitude, on va faire quelques petites précisions techniques. Alors, pour le confort de tous, vos micros sont coupés afin d'éviter les interférences. Le webinaire est enregistré et vous allez pouvoir parler par chat avec nos modératrices. Aujourd'hui à la modération, Alban et Sorelia et à la technique, Christelle. Pour poser vos questions, c'est très simple. Il suffit que vous écriviez votre texte. Alban et Sorelia répondront à certaines de vos questions et nous en donnerons quelques-unes pour que nous puissions y répondre à la fin de l'émission. Est-ce que vous êtes prêts? Je vérifie sur mon ordi. Apparemment, c'est bon. Donc, allons-y. Je suis Françoise Bonamour, intervenante conseil en évolution professionnelle. Avec moi aujourd'hui Valérie Felzière, chargée de mission relations partenariales. Bonjour Valérie. Bonjour Françoise. Et donc aujourd'hui, se former ou se reconvertir, le mode d'emploi du nouveau CPF salarié. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une réforme l'année dernière, fin 2018. Donc pour devenir qui vous êtes en 2019, comment on va faire? Donc la réforme a eu lieu le 5 septembre 2018. Les décrets sont parus à la fin de l'année et il y a encore des ajustements à venir et donc de nouveaux dispositifs pour financer vos formations. Donc avant tout, quand même, je rappelle que la formation n'est que l'outil pour aboutir à un projet. Donc avant, il faudra bien voir s'il y a besoin de formation ou pas. Valérie, peux-tu nous indiquer quels sont ces nouveaux dispositifs pour 2019? Alors avant toute chose, Françoise, il y a une distinction à faire entre deux types de projets. Le projet personnel, c'est-à-dire que vous avez un projet en tant que salarié de vous former, d'aller sur un nouveau métier ou de changer de poste, et le projet partagé avec l'employeur. La formation que vous voulez faire peut être aussi intéressante pour l'entreprise et pour vous. Donc ce sont deux types de projets différents. Pour le projet personnel, donc vous pouvez utiliser votre CPF de transition pour vous reconvertir ou le CPF hors temps de travail. Pour le projet partagé avec l'employeur, vous pouvez utiliser également le CPF hors ou sur le temps de travail et puis ce qu'on appelle le PROA, donc c'est un nouveau dispositif, un dispositif pour se reconvertir en accord avec l'employeur et au sein de l'entreprise. Donc du coup, moi par exemple, j'ai une maîtrise ESRH, ressources humaines, donc Bac plus 4. J'ai envie de passer un diplôme Bac plus 5. Je vais utiliser le CPF. Mais bon, si c'est un projet tout à fait personnel et je peux le faire en dehors du temps de travail avec mon CPF hors temps de travail, si c'est partagé avec mon employeur, là aussi, soit hors temps de travail, CPF hors temps de travail, ou bien sur le temps de travail, c'est le CPF sur le temps de travail. Et si je souhaite faire une totale reconversion, par exemple devenir journaliste, eh bien du coup, ça sera le CPF de transition professionnelle. On va voir ensemble tous ces nouveaux dispositifs. Valérie, est-ce que tu peux du coup nous dire le démarrage, vu que le centre, c'est le CPF, comment on commence? Tout à fait. Le démarrage, effectivement, c'est votre compte personnel de formation. Donc, il faut aller sur le site, moncompteactivité.gouv pour mettre en place votre compte personnel de formation. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il s'alimentait tous les ans en heures. Donc, après, on va voir que ça a un petit peu changé, mais automatiquement à partir des déclarations de votre employeur. Et puis, très important, si vous restez des heures de diff au 31 décembre 2014, ces heures, par contre, c'est à vous de les mettre sur le compte activité.gouv, donc sur Internet, à partir d'une attestation qu'a dû vous donner votre employeur, soit fin 2014, soit début 2015, en vous indiquant les heures de diff qui vous restaient. C'est important de le faire parce que ces heures donc, sont changées aujourd'hui en euros, on va le voir plus tard, et vous pourrez encore les utiliser jusqu'en 2020. D'accord. Alors, avant de rentrer dans le détail de ces dispositifs, un petit quiz. Alors, dites-nous tout, pour vous qui nous écoutez. Le CPF, c'est comment? C'est simple comme bonjour? C'est un casse-tête, je suis perdue? Ou c'est une grande inconnue? Je vous laisse quelques secondes et nous allons ensuite voir avec vous ce qui vous pose problème. Alors, vous êtes une majorité à penser que c'est un casse-tête.
Alors, on va, j'espère, bien vous éclairer aujourd'hui. Allez, donc nous allons voir que ce CPF, hop, j'ai du mal à me remettre sur le PowerPoint. Voilà, ça y est, excusez-moi. Donc, le CPF vous permet d'avoir un accès, un droit à la formation pour une évolution ou un complément de formation ou bien pour une reconversion. Donc, comme on l'a vu, il va falloir bien voir si c'est un projet personnel ou un projet partagé. Donc, du coup, Valérie, mettons que j'ai bien tout rempli, ouvert mon compte avec, du coup, mon numéro de sécu, j'ai bien retrouvé toutes mes heures, etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir financer avec mon CPF? Alors, il faut savoir que la loi et donc les décrets d'application encadrent les dispositifs, les formations plutôt, qui sont éligibles au CPF. Donc, sur le schéma que vous voyez sur le PowerPoint, il y a différents types de formations. En premier lieu, il y a tout ce qui est certification au RNCP. Alors, c'est quoi le RNCP? Ce mot barbare, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. En fait, c'est le répertoire où sont indiqués donc tout ce qui est diplôme, titre, etc. Alors, soit c'est une formation que vous allez suivre pour obtenir une certification donc en totalité, ou alors ça peut être une formation qui est ce qu'on appelle par bloc de compétences. Donc, au lieu de suivre la formation en totalité, vous allez suivre une formation pour obtenir juste un bloc. Et puis, un peu plus tard, si vous n'avez pas le temps, etc., vous pourrez obtenir un autre bloc, ainsi de suite, pour obtenir tout le diplôme. Donc, ça, c'est le premier type de formation. Ensuite, il y a les formations qui sont inscrites au répertoire spécifique, comme par exemple CLEA. Alors, CLEA, c'est une formation pour tout ce qui est savoir de base. Donc, calcul en maths, français, environnement Windows. Vous avez également l'accompagnement à la VAE. La VAE, donc je le rappelle, c'est la validation des acquis de l'expérience. C'est le fait de pouvoir faire reconnaître votre expérience par un diplôme. Et donc, il y a un accompagnement pour faire cette reconnaissance que vous pouvez financer donc, via le CPF. Ensuite, il y a le bilan de compétences rénové. Également, donc, bon à savoir le permis de conduire véhicule léger ou poids lourd. Ça doit être en lien, par contre, évidemment, avec votre projet professionnel. L'accompagnement à la création d'entreprise. Et puis, les formations pour les bénévoles et volontaires en service civique pour l'exercice de leur mission. Donc, avec le CPF, vous pouvez financer toutes ces formations, tout ce type de formation, en sachant qu'avant, donc, avant le 1er janvier 2019, il y avait 3 types de listes. Donc, ces listes ont disparu. Aujourd'hui, ce sont ces formations-là qui sont éligibles au CPF. Alors, pour savoir si le choix de la formation est bien sur le CPF et puis surtout faire la bonne formation, je pense qu'il est important de se faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle. Si on reprend mon exemple, si en fin de compte je vise un bac plus 5 au regard de mon expérience, je vais peut-être découvrir qu'avec une VAE, un accompagnement VAE, ça suffira. Je n'aurai pas besoin de repasser tout un diplôme. Et en sens inverse, si je veux faire une reconversion, trouver la bonne formation qui correspond au métier envisagé et du coup le bon diplôme et le bon organisme de formation. Alors, du coup, on l'a dit avant, le compte personnel de formation était en heures. Oui. Avec la réforme, ces heures ont été transformées en euros à hauteur de 15 € de l'heure. Ouais. Donc, vous allez continuer automatiquement à engranger des euros à hauteur de 500 € par an ou 800 € pour les personnes les moins qualifiées, dans une limite de 5 000 € ou 8 000 €. Alors, du coup, Valérie, si moi, sur mon compte personnel de formation, j'ai 500 €, mais que la formation coûte 8 000, qui va payer la différence? Alors, il y a possibilité de vous adresser à votre OPCO, donc l'organisme paritaire qui collecte les fonds formation auprès de votre entreprise, puisqu'il y a des abondements qui sont possibles, soit parce que ça a été décidé par les branches, donc les entreprises dépendent de branches professionnelles qui peuvent décider de compléter des formations qui les intéressent, ou par accord d'entreprise. Et puis sinon, il reste aussi la possibilité de financer vous-même le reste à charge. D'accord. Alors concrètement, comment je mobilise mon compte personnel de formation, que ce soit avec l'employeur ou surtout hors temps de travail? Alors, il y a
2 temps, parce que cette année, on est un peu dans une année de transition, hein, puisque la réforme vient de se mettre en place. Donc, au premier semestre, ça va se passer comme c'était auparavant. Donc, je vais y revenir dessus. Et puis, par contre, au deuxième semestre, nouveauté et information importante, le gouvernement va mettre en place une application sur smartphone où vous allez pouvoir acheter directement en ligne votre formation via le CPF. Pour le premier semestre, par contre, donc, il va falloir passer par l'OPCO. Donc, vous allez d'abord évidemment identifier la formation la plus adéquate, peut-être avec l'aide d'un conseiller en évolution professionnelle. Ensuite, vous allez faire un devis, un programme à l'organisme de formation que vous aurez choisi. Et puis, vous allez y joindre la demande de prise en charge qui se trouve généralement sur les sites internet des OPCO et envoyer tous ces documents à votre OPCO pour qu'il vous donne l'accord ou pas pour le financement de votre formation via le CPF. Donc ça, c'est pour le premier semestre. Il y a toujours donc le fonctionnement via l'OPCO. Et à partir du deuxième semestre, il y aura l'application sur smartphone. Alors, on parle maintenant du fait de devoir s'absenter de son poste de travail, toujours avec le CPF. Comment faut-il faire? Il y a une demande d'autorisation d'absence à demander. Et oui, puisque vous allez partir en formation, donc vous ne ferez plus votre mission au sein de votre entreprise, donc l'employeur, il faut qu'il s'organise. Donc, il y a une autorisation d'absence à demander. Donc, il y a 2 cas. Soit la formation donc, dure plus de 6 mois. À ce moment-là, il faut prévenir l'employeur 120 jours avant le démarrage de la formation. Et si la formation dure moins de 6 mois ou si elle est en temps partiel, c'est 60 jours avant le début de la formation. Donc, comment on le prévient? Toujours un document écrit, donc soit recommandé accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Il faut savoir que l'employeur a 30 jours pour vous répondre par écrit. S'il ne vous répond pas, c'est réputé accordé. Du coup, donc là, cette autorisation d'absence, il y en aura aussi besoin dans le cadre du projet de transition professionnelle. Oui. Donc le projet de transition professionnelle, c'est vraiment pour se reconvertir. Il s'agit d'acquérir une certification dans le but de changer de métier ou de profession. Donc là, une fois de plus, compte personnel de formation, Valérie? Oui, tout à fait. Pour bénéficier d'un CPF de transition professionnelle, vous mobiliserez obligatoirement votre compte CPF et vous pourrez demander un complément de financement donc au FONGECIF en 2019 et à la commission paritaire interprofessionnelle régionale en 2020. Et donc voilà, l'idée principale à retenir, c'est que vous mobilisez votre compte personnel de formation. Donc la commission paritaire dont tu viens de parler, le fait par le FONGECIF pour tous les secteurs d'activité sur 2019 et ensuite par les CPIR à partir de 2020, va s'attarder sur 3 points qui sont écrits dans les décrets de loi. Tout à fait. Donc ces 3 points, ils consistent en quoi? Le premier, c'est la cohérence du projet. Est-ce que votre projet tient la route? Est-ce que votre conversion, évidemment, va être réussie? Le deuxième, très important, c'est la pertinence du parcours de formation. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'organisme de formation va devoir vous proposer une formation adaptée à votre projet. Et d'ailleurs, ils doivent mettre en place un positionnement. Donc ça, c'est pareil, c'est nouveau et c'est obligatoire, c'est écrit dans les décrets. Alors le positionnement, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un bien grand mot. Le positionnement, c'est en fait le fait d'évaluer vos compétences, les formations que vous avez suivies, vos formations initiales, et de voir par rapport à la formation que vous voulez suivre, quel va être le parcours le plus adapté pour vous. Donc adapté au niveau de la durée, du contenu de la formation, des modalités, ce qu'on appelle modalités pédagogiques, peut-être que sur certains modules de la formation en distance suffiront, et aussi au niveau financier, évidemment, que le parcours de formation soit financièrement dans les clous. Donc tout ça, c'est l'organisme de formation qui va s'en occuper. Le troisième point, c'est les perspectives d'emploi. Puisqu'évidemment, l'objectif de votre projet, c'est de vous reconvertir, de changer de métier ou de profession, il faut évidemment qu'il y ait de l'emploi, que votre reconversion vous permette d'exercer dans ce nouveau métier. Donc la commission va également regarder s'il y a bien des emplois dans le métier que vous visez.
Alors, si je prends l'exemple d'un mécanicien qui veut devenir chauffeur poids lourd, c'est bon? Alors, mécanicien qui veut devenir chauffeur poids lourd, donc c'est changement de métier, puisque l'acte métier de réparer des camions, là, va conduire les véhicules. Donc, je vais dire que oui, ça sera un projet examinable. Est-ce qu'un expert comptable qui veut ouvrir son restaurant, c'est bon ça? Alors là, il y a deux choses. Parce qu'il y a un changement de métier, l'expert comptable donc, qui devient restaurateur, on voit bien que ce n'est pas du tout les mêmes activités, mais il y a également la création d'entreprise. Donc du coup, il y a plusieurs points qui vont être observés, comme on l'a dit tout à l'heure, notamment le positionnement de l'organisme de formation, la cohérence du parcours de formation. On se doute que dans cet exemple, l'expert comptable, en principe, il saura gérer au niveau comptable son entreprise, donc il n'aura pas besoin de cette partie-là de formation. En revanche, pour tout ce qui est compétences culinaires, hygiène alimentaire, etc., il faudra évidemment que la formation soit axée là-dessus. Et puis, au niveau des perspectives emploi, la commission va regarder si la personne donc, qui présente ce projet a bien fait une étude de marché. Est-ce que le restaurant va être viable? Est-ce que l'activité va être suffisante pour lui permettre de vivre? Donc, on voit que ça va être quand même plus, on va dire que ça va être examiné plus en détail. Dernier exemple, une chargée de mission événementielle qui souhaite travailler dans un laboratoire de développement photo. Alors là, ça va être, on va dire que la commission va peut-être, va certainement s'attarder un peu plus sur ce qui est perspective emploi, puisque de prime abord, on se doute que les magasins de développement photo sont un peu en perte de vitesse, étant donné qu'il y a la concurrence d'Internet. Donc du coup, le salarié qui va présenter ce projet devra vraiment démontrer la viabilité et les perspectives d'emploi qui seront derrière à la suite de la reconversion. Donc, en regardant ces 3 points qui sont primordiaux et inscrits dans la loi, je crois qu'il est vraiment intéressant d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle pour bien aborder tous ces points et avoir un dossier solide, si je puis dire. Oui, tout à fait. Alors, par rapport aux conditions d'examen, des conditions d'un projet d'une transition professionnelle, quelles sont les conditions d'éligibilité pour une personne salariée? Alors, pour une personne qui est salariée en CDI, il faut qu'elle ait 24 mois d'ancienneté en qualité de salarié de droit privé, consécutif ou non, donc 12 mois dans l'entreprise actuelle. Et combien de temps peut durer le CPF de transition professionnelle? Alors, il peut durer la durée de la formation, puisqu'on a vu que c'est une certification qui vise à changer de métier de profession. Donc, le parcours de formation va être adapté, puisque l'organisme de formation aura fait un positionnement, mais en fonction de la personne et de son profil, la formation peut durer 1 an, moins d'1 an, voire plus d'1 an. Donc, ça sera adapté à la personne. Il n'y a pas de limite dans les textes de durée. C'est ce que là, une des principales différences avec le congé individuel de formation. Et là, attention, les commissions vont être très vigilantes sur la durée, une fois de plus. Donc, si on prend l'exemple d'un BTS qui peut être fait en 1 an, il n'y a pas besoin peut-être de le faire en 2 ans, même s'il peut y avoir des prises en charge qui vont au-delà d'1 an. Tout à fait. Donc, il va falloir bien justifier la durée de la certification. Alors, justement, la prise en charge, quelle va-t-elle être? Alors, en premier lieu, il y a évidemment les frais pédagogiques, donc ce qui relève des coûts de la formation, comme on l'a dit, en lien évidemment avec le positionnement et en faisant attention que le parcours de formation soit adapté à la personne. Ensuite, il y a les frais annexes qui seront pris en charge, donc hébergement, restauration, transport, les frais de validation de la certification et puis la rémunération. On reviendra là-dessus dans le slide suivant, en sachant qu'en 2019, la rémunération donc, est versée par l'employeur et c'est le FONGECIF qui rembourse la rémunération à votre employeur. Alors, à ce jour, les conditions de prise en charge ne sont pas encore arrêtées. Il y a encore des textes qui doivent sortir et doivent être étudiés. Donc, on n'a pas encore l'information s'il y a des plafonds ou pas au niveau des prises en charge, ainsi que pour les calculs des frais annexes, etc. Tout à fait. Mais on vous tiendra au courant, bien sûr, dès qu'on a plus d'infos à ce sujet. Alors, la rémunération, le nerf de la guerre, comment ça se passe? Alors, la rémunération, donc, il y a 2 cas. Si votre salaire est supérieur ou égal à 2 fois le SMIC,
Donc, votre employeur sera remboursé à 90% de votre salaire de référence la première année, 60% la deuxième année. Par contre, si votre salaire est inférieur à 2 fois le SMIC, c'est 100% du salaire de référence qui sera remboursé. D'accord. Donc là aussi, on verra si c'est par rapport à l'absence au poste de travail ou sur la durée des cours. On vous tient informé. Alors, écoute, Valérie, moi, je trouve ça, c'est beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui sont reprises. Donc, je pense qu'il est important de se faire aider par un conseiller en évolution professionnelle pour faire le bon choix d'avenir professionnel, avoir un regard extérieur, la bonne formation, le bon organisme, le bon dispositif de financement aussi. Donc, on va pouvoir voir ça tout 2019 avec nous? Oui, c'est ça. En 2019, donc, le fonds GESIF accompagne les salariés sur le conseil en évolution professionnelle pour leur projet de transition professionnelle et puis assure la mission de financement du CPF de transition, donc pour l'année 2019, avec la commission donc, de financement. D'accord. Donc, nous allons pouvoir passer maintenant à vos questions. Alors, comment connaître mon OPCO alors que certains fusionnent? Et vous, on est en plein dedans. Oui, bonne question. Effectivement, la réforme donc, concerne également les OPCO, puisqu'avant, ils s'appelaient OPCA. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, les OPCA sont en train de se transformer en OPCO. On aura la liste définitive des OPCO au 1er avril 2019. Pour ce qui est de l'entre-deux, vous vous adressez toujours à votre ancien OPCA, en sachant que, je devance un peu la question, certains ne connaissent pas encore leurs conditions de prise en charge du CPF. Mais bon, je vous invite à aller sur les sites internet donc des OPCA. Et pour savoir de quel OPCA vous dépendez, vous pouvez regarder sur internet ou vous adresser à un conseiller du fonds GESIF qui vous aidera à trouver le bon OPCA. Oui, c'est notamment indiqué dans moncompteactivité.gouv.fr. Il y a la rubrique pour trouver le financeur. Mais bien sûr, comme il y a toujours des particularités, il ne faut pas hésiter à nous demander. Est-ce possible en tant que demandeur d'emploi? Oui, on fera une émission spéciale. Oui, alors le CPF, effectivement, aussi s'adresse aux demandeurs d'emploi. Alors après, bon, c'est auprès de Pôle emploi, enfin, il y a d'autres circuits, mais c'est utilisable aussi pour les demandeurs d'emploi. Pouvez-vous nous dire comment mobiliser son CPF pour faire un bilan de compétences? Est-ce qu'on peut le faire où nous le désirons, ce fameux bilan? Alors, comme je l'ai dit, dans les dispositifs qui sont éligibles, il y a le bilan de compétences. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire un bilan de compétences. Il faudra évidemment faire un devis pour savoir combien ça coûte. Après, sur le site moncompteactivité.gouv, normalement, prochainement, il y aura la liste des organismes de bilan de compétences qui vont être, comment dirais-je, qui vont être disponibles. Voilà. En attendant, les OPCA doivent avoir des listes quand même aussi peut-être. Oui, il n'y a plus de congé de bilan de compétences en tant que tel. Maintenant, vous financez votre bilan de compétences via le CPF. Comment faire un dossier de demande de CPF de transition? Alors, bientôt. Donc, la loi est récente, les décrets d'application sont juste sortis il y a 15 jours. Donc, le fonds GESIF travaille à l'élaboration du dossier de CPF de transition. On n'a pas encore la date de la première commission, mais toutes ces informations, dès que tout ça sera calé, nous les mettrons en ligne, évidemment, sur notre site internet. La question suivante, elle est avec. À partir de quand pourrons-nous déposer un dossier pour un CPF de transition? Bientôt, là aussi. Bientôt, mais on n'a pas encore les dates précises, puisqu'il y a encore des éléments de cadrage qui nous manquent et qui ne sont pas du fait des régions, c'est aussi au niveau national. Donc, voilà. Donc, de toute façon, toujours sur notre site fongesif-paca.com, il y a les infos et même sur nos publications, sur les réseaux, etc. On vous tient au courant au fur et à mesure que ça sort. Est-ce que le projet de transition professionnelle est ouvert aux intermittents? Si oui, quelle est la durée d'emploi nécessaire? Alors, oui, on est passé un petit peu rapidement là-dessus, mais le CPF de transition professionnelle donc s'adresse à tous les salariés. Donc, c'est le fonds GESIF qui va gérer ce CPF de transition professionnelle pour tous les secteurs d'activité. Les personnes intermittentes, auparavant, pour faire un congé individuel de formation, s'adressaient à l'AFDAS. Aujourd'hui, ils vont s'adresser à nous.
Dans l'état actuel des textes, il n'y a pas de spécificité, que ce soit pour les intermittents du spectacle ou pour, je pense aussi aux intérimaires. Mais bon, on ne sait pas actuellement, il y a encore des précisions qui doivent être apportées, peut-être qu'il y en aura. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas répondre à cette question puisqu'on n'a pas les spécificités ou pas pour les intermittents. Le CPF est-il accessible aux auto-entrepreneurs? Oui. Oui, puisque ça va être... oui, pour tout à tous, fait. pour tout actif. Tout à fait. Y a-t-il des conditions de priorité d'acceptation du financement? Alors, on a parlé des trois points qui vont être examinés par la commission. Il y aura certainement des priorités peut-être dans l'examen des dossiers, mais bon, ça c'est pareil, on attend encore des précisions sur ce sujet-là. Forcément, il y aura des critères et priorités, comme pour le congé individuel de formation, c'était indiqué sur notre site fongesif-paca.com. Là aussi, les règles du jeu détaillées seront bien mises en avant, et n'hésitez pas à voir avec le conseiller en évolution professionnelle aussi quelles sont les conditions d'acceptation. Je pense que ça va venir vraiment dans les semaines très proches là. C'est vrai qu'il nous manque encore certains éléments concrets. On a quand même fait le choix de faire aujourd'hui ce webinaire pour que vous ayez le cadre, mais un peu de patience. Donc, dès qu'on aura les informations, de toute façon, elles seront disponibles. Pour un CPF de transition, seul le FONGECIF est concerné pour l'année 2019? Oui, c'est ça. Toutes les demandes sont à faire auprès du FONGECIF, quel que soit votre secteur d'activité. Qui finance l'accompagnement à la création d'entreprise dans le cadre d'un projet de transition professionnelle? Alors là, c'est un peu compliqué. Donc, si je comprends bien, il y a un projet de création d'entreprise. Oui, l'accompagnement à la création d'entreprise. Alors, il y a deux choses. L'accompagnement à la création d'entreprise peut être financé via votre CPF. Oui. Donc, pareil, en principe, prochainement, il y a déjà certains organismes qui sont référencés sur le compte moncompteactivité.gouv. Après, ça dépend la nature de l'accompagnement. Est-ce que c'est vraiment un accompagnement ou est-ce que c'est une formation à la création d'entreprise? Si c'est une formation à la création d'entreprise qui vise une certification et qui est reconnue au fameux répertoire national des certifications professionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure, vous pourrez éventuellement demander une demande de financement au FONGECIF sur le CPF de transition. Mais là encore, c'est un petit peu complexe. Donc, pour ce type de demande, c'est quand même bien de se rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle. Dernière question. Comment se faire financer un bilan de compétences si on n'a pas suffisamment d'argent sur son CPF? Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il pourra y avoir des abondements des OPCO, soit par accord de branche, soit par accord d'entreprise. Certains OPCO vont peut-être décider de financer la partie, j'allais dire, complémentaire pour le bilan de compétences. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi rencontrer le conseiller en évolution professionnelle pour réfléchir aussi à votre projet et faire une forme de bilan. Donc, déjà, la demi-heure est finie. Nous vous remercions d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Donc, je vous le répète, il va y avoir d'autres émissions concernant ces nouveaux dispositifs, ces nouveaux modes de financement pour tous les publics, pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Vous pourrez retrouver un enregistrement de cette émission sur Facebook, sur la chaîne YouTube, mais aussi nous retrouver tout simplement dans nos publications sur Instagram, LinkedIn, etc. Merci d'avoir passé la demi-heure avec nous. Bon appétit. Merci. À très bientôt. Merci Valérie. Merci Françoise. Au revoir. Au revoir.